Bienvenue dans un voyage captivant au cœur des ténèbres et du mystère. Ce soir, je vous invite à découvrir l'histoire légendaire de Dracula, le prince des ombres. Une histoire riche en secrets et en frissons, réécrite pour vous emmener doucement vers le sommeil. Laissez-vous guider à travers les brumes de Transylvanie, où la magie et l'intrigue se mêlent pour capturer votre imagination tout en vous apaisant. Installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans cette épopée nocturne fascinante. Dans les jours brumeux de mai, Jonathan Harker, un jeune clerc de notaire britannique, quittait Londres pour un voyage des plus inhabituels. Il était envoyé par son employeur pour conclure une affaire avec un noble transylvanien, le mystérieux comte Dracula. Son chemin l'emmena à travers les terres reculées de l'Europe de l'Est, où les montagnes majestueuses se couvraient souvent de nuages bas, comme des voiles sombres cachant des secrets anciens. Les villages qu'il traversait semblaient sortir d'un autre temps. Les habitants, superstitieux et méfiants, parlaient à voix basse dès qu'ils entendaient le nom de Dracula. Leurs regards chargés d'inquiétude suivaient Jonathan, tandis qu'il poursuivait sa route. Certains, dans un élan de crainte, lui offraient des crucifixes et des talismans pour se protéger du mal. Jonathan, bien qu'amusé par ces coutumes étranges, refusa poliment leur offrande, convaincu que son séjour ne serait qu'une simple formalité professionnelle. Le soir où il devait rencontrer le comte, une diligence noire arriva pour le conduire à destination. Le cocher, vêtu de noir, le visage impénétrable, guida Jonathan à travers une route sinueuse qui traversait une forêt dense. Le vent glissait entre les arbres, produisant des murmures énigmatiques, presque comme si les ombres elles-mêmes chuchotaient des avertissements. Lorsque Jonathan arriva au château de Dracula, il fut frappé par la grandeur austère du lieu. Le château se dressait, massif et ancien, ses tours perçant le ciel étoilé. La lune, à moitié voilée par des nuages, baignait la scène d'une lumière argentée, renforçant l'impression d'une terre où le temps semblait suspendu. À son arrivée, les grandes portes du château s'ouvrirent avec un grincement lourd, et une silhouette fine et élancée apparut dans l'ombre. Le comte Dracula, vêtu d'un long manteau sombre, accueillit Jonathan avec une courtoisie irréprochable. Son visage pâle, marqué par des traits acérés, dégageait une étrange majesté, et ses yeux semblaient briller d'une lumière intense et hypnotique. « Soyez le bienvenu, monsieur Harker, » dit Dracula, d'une voix basse, presque musicale. « Vous devez être fatigué après un si long voyage. Permettez-moi de vous offrir l'hospitalité de ma demeure. » Jonathan suivit son hôte à l'intérieur du château. Les couloirs étaient vastes, silencieux, ornés de tapisseries anciennes et d'objets d'art d'un autre temps. Mais, malgré la richesse de l'endroit, une froideur oppressante régnait, comme si le château lui-même
avait cessé de vivre il y a longtemps. Le comte, avec une politesse esquisse, l'invita à prendre place pour un repas préparé pour lui seul. Pendant qu'il mangeait, Dracula observait Jonathan avec une attention presque prédatrice, ne touchant jamais à la nourriture lui-même. Cette nuit-là, en regagnant sa chambre, Jonathan sentit un malaise s'installer, quelque chose d'indéfinissable, un sentiment d'être observé, peut-être même emprisonné, commençait à germer en lui. Pourtant, il ne pouvait mettre de mots sur cette sensation, préférant mettre cela sur le compte de la fatigue. Jonathan se réveilla le lendemain avec une sensation d'étrangeté. Le château semblait encore plus silencieux, si cela était possible. Les jours suivants se passèrent dans un isolement complet. Le comte Dracula semblait n'apparaître qu'à la tombée de la nuit, évitant soigneusement les heures diurnes, comme si le soleil lui-même représentait un danger pour lui. Il était courtois, mais étrangement distant, comme s'il cherchait à observer Jonathan de loin. Chaque soir, Dracula interrogeait Jonathan avec un intérêt grandissant sur la ville de Londres, sur ses habitants, sur la modernité de cette métropole trépidante. Il semblait fasciné par le monde extérieur, mais un autre aspect commençait à préoccuper Jonathan. Le comte ne se reflétait jamais dans les miroirs, et ses mouvements étaient d'une fluidité presque inhumaine, se fondant parfois dans les ombres comme s'il en faisait partie. Le jeune homme occupait ses journées à explorer le château, mais plusieurs portes restaient verrouillées, lui interdisant l'accès aux parties les plus reculées de l'immense demeure. L'impression de prison se renforçait, et Jonathan commençait à sentir que le comte cachait bien plus qu'il ne laissait paraître. Le silence du château, oppressant, pesait sur ses épaules. Un soir, alors que la lune brillait haut dans le ciel, Jonathan décida de s'aventurer dans les parties les plus reculées du château. Son instinct le poussait à découvrir les secrets de ce lieu, si ancien et mystérieux. Il descendit des escaliers de pierre, atteignant les souterrains. Là, dans l'obscurité, il fit une découverte terrifiante. De grands cercueils, alignés comme dans une crypte, et dans l'un d'eux, le comte Dracula lui-même, dormant dans une paix glacée, comme si la mort elle-même l'avait emprisonné. Le cœur de Jonathan s'accéléra. Soudain, tout prenait sens. Les avertissements des villageois, l'absence du comte le jour, et ce silence pesant qui régnait sur le château. Dracula n'était pas un simple homme, mais une créature de la nuit, un vampire. La terreur s'empara de lui alors qu'il comprenait qu'il était enfermé dans le repère même d'une créature immortelle. Peu après cette découverte, Jonathan comprit avec horreur que sa vie était en grave danger. Chaque jour, Dracula devenait de plus en plus insistant. Il forçait Jonathan à écrire des lettres antidatées à ses proches,
témoignant de son prétendu départ progressif de Transylvanie. Ces lettres étaient un mensonge destiné à masquer son absence et sans doute sa mort prochaine. Jonathan réalisa que le comte jouait avec lui, comme un chat avec une souris. Il comprit que ces lettres étaient la clé de sa disparition silencieuse, orchestrée par Dracula pour ne laisser aucune trace derrière lui. Chaque nuit, alors qu'il écrivait, la terreur le consumait un peu plus, convaincu que ses jours étaient comptés. Chaque nuit, il observait Dracula devenir de plus en plus audacieux. Le comte semblait maîtriser chaque ombre du château, apparaissant et disparaissant comme s'il se fondait dans les ténèbres. Jonathan, maintenant conscient du danger, planifiait son évasion. Mais chaque tentative était vouée à l'échec. Les portes, les fenêtres, tout semblait conspirer contre lui. Le château lui-même paraissait être une extension de Dracula, une prison vivante. Dracula lui parlait parfois de l'Angleterre, avec une fascination grandissante. Il posait des questions sur Londres, sur les modes de vie modernes. Jonathan réalisa que le comte préparait un voyage. Son intérêt pour l'Angleterre n'était pas anodin. Il envisageait d'étendre son influence au-delà des frontières de la Transylvanie. L'atmosphère devenait de plus en plus lourde. Jonathan, épuisé par la peur et l'incertitude, écrivait dans son journal, espérant qu'un jour, quelqu'un découvrirait ce qu'il avait vécu dans ce château maudit. Les jours passaient lentement, et Jonathan sentait que sa santé mentale commençait à s'effriter. Il était prisonnier du château, sans espoir de communication avec l'extérieur. Un soir, alors qu'il explorait à nouveau le vaste labyrinthe de couloirs sombres, il se retrouva attiré par une porte qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Il hésita, mais une étrange force le poussa à l'ouvrir. Derrière la porte se trouvait une pièce richement décorée, avec des tapisseries luxueuses et des meubles d'un autre temps. Cependant, ce qui attira immédiatement son regard, ce furent 3 femmes, d'une beauté à couper le souffle. Elles se tenaient là, silencieuses, leurs yeux brillants d'un éclat malicieux. Elles se déplaçaient avec grâce, comme des ombres flottantes, et un parfum enivrant flottait autour d'elles. Les femmes s'approchèrent de Jonathan, leurs regards perçants fixés sur lui. Elles parlèrent d'une voix douce et chantante, l'enveloppant dans une sorte de torpeur. Alors qu'elles s'approchaient de plus en plus près, il sentait une étrange chaleur monter en lui. Il était pris entre le désir et la terreur. Au moment où l'une d'elles pencha son visage vers son cou, prête à plonger ses crocs dans sa chair, la porte s'ouvrit brusquement. Dracula apparut, le regard furieux. Mais sa colère n'était pas dirigée vers Jonathan. Il s'adressa aux femmes avec autorité, leur interdisant de toucher à son invité. « Ce n'est pas pour vous,
il est à moi, déclara-t-il, sa voix résonnant comme un tonnerre dans la pièce. Les femmes reculèrent, frustrées, mais obéissantes. Dracula raccompagna Jonathan hors de la pièce, le visage redevenu impassible, mais ses yeux gardaient une lueur dangereuse. Cette nuit-là, Jonathan comprit qu'il n'était qu'un pion dans un jeu bien plus grand et qu'il n'avait échappé que de justesse à une mort certaine. Encore ébranlé par sa rencontre avec les 3 femmes vampires, Jonathan savait désormais qu'il devait fuir à tout prix. Les jours s'étaient transformés en une épreuve constante de survie, avec Dracula apparaissant chaque nuit, semblant plus curieux et plus pressant à propos de son voyage en Angleterre. Mais ce qui troubla le plus Jonathan, ce fut la découverte des mystérieuses caisses en bois remplies de terre que Dracula envoyait en Angleterre. La terre, noire et dense, avait quelque chose de particulier. Il comprit bientôt que cette terre venait de la Transylvanie, le sol natal du comte, indispensable à sa survie loin de ces terres. Jonathan savait que ces caisses n'étaient pas qu'un simple envoi. Elles étaient la clé de la survie de Dracula en Angleterre. Un soir, alors que Jonathan épiait en silence depuis sa chambre, il aperçut Dracula qui s'apprêtait à quitter le château. Le comte n'était pas un homme ordinaire, et cette nuit-là, Jonathan le vit se transformer en une brume épaisse, s'infiltrant dans l'obscurité de la forêt comme une ombre vivante. Ce fut peut-être la seule chance pour Jonathan de fuir. Au petit matin, alors que le château était encore plongé dans le silence, Jonathan mit en œuvre son plan. Rassemblant son courage et ses maigres forces restantes, il chercha une issue. Malgré les portes verrouillées, les fenêtres barricadées, il parvint à atteindre une des hautes fenêtres d'une tour. Avec des draps noués, en corde de fortune, il se hissa hors du château. La descente fut lente et périlleuse, mais Jonathan était déterminé. Le vent froid des montagnes de Transylvanie lui glaçait les os, mais l'espoir de liberté lui insufflait l'énergie nécessaire. Une fois au sol, il se précipita à travers la forêt, son cœur battant la chamade. Derrière lui, les sombres tours du château de Dracula disparaissaient dans les brumes. Mais l'ombre du comte planait encore sur lui, menaçant. Jonathan trouva refuge dans une abbaye voisine, où des moines le recueillirent. Épuisé, à moitié fou de terreur, il raconta aux religieux les horreurs qu'il avait vues. Mais personne ne semblait croire à son histoire. Peu à peu, sa force revint, mais son esprit était marqué à jamais par les cauchemars du château. Il savait que le comte était en route pour Londres et que le véritable danger ne faisait que commencer. Pendant que Jonathan luttait pour sa survie en Transylvanie, Mina Murray, sa fiancée, attendait désespérément des nouvelles de lui à Londres. Chaque jour, l'angoisse grandissait, et son esprit était tourmenté par des rêves étranges, des visions sombres où elle voyait Jonathan perdu dans un endroit brumeux.
entouré de créatures cauchemardesques. À Londres, une série d'événements étranges commença à agiter la ville. Une mystérieuse cargaison, venue de Transylvanie, était arrivée au port. Et peu après, des morts inexpliquées et des maladies étranges frappèrent les habitants. Lucy Westenra, la meilleure amie de Mina, fut l'une des premières victimes de cette étrange épidémie. Lucy, si pleine de vie et de joie, devenait chaque jour plus pâle et affaiblie. Ni le docteur Seward, ni aucun autre médecin ne parvenait à expliquer l'origine de son mal. Mina, inquiète pour son amie, fit tout ce qu'elle put pour l'aider. C'est alors qu'un homme du nom de Van Helsing, un érudit néerlandais et ancien professeur du docteur Seward, fut appelé pour examiner Lucy. Dès le premier regard, Van Helsing sut que Lucy n'était pas victime d'une simple maladie. Il reconnaissait les signes d'une attaque vampirique, bien que ce terme fût inconcevable pour la majorité des gens. Van Helsing, bien que mystérieux, imposa une série de mesures strictes pour protéger Lucy. Il plaça des gousses d'ail autour de sa chambre, fit des transfusions de sang pour lui redonner des forces, et prit soin de ne jamais la laisser seule pendant la nuit. Mais malgré tous ses efforts, Lucy se dégradait chaque jour davantage. Alors que Mina se battait pour la vie de Lucy, Jonathan rentra enfin en Angleterre, affaibli, traumatisé, mais vivant. Son récit des horreurs qu'il avait vécues en Transylvanie confirma les craintes de Van Helsing. Dracula lui-même était sur le sol britannique et il n'était pas venu en paix. Une fois Jonathan réuni avec Mina, ils joignirent leurs forces à celles de Van Helsing. Arthur Holmwood, le fiancé de Lucy, Quincy Morris et le docteur Seward. Ensemble, ils formèrent un groupe déterminé à mettre fin à la menace de Dracula avant qu'il ne détruise Londres. Chaque jour, ils traquaient ses cachettes, tentant de localiser les cercueils remplis de terre sacrée qu'il avait dispersés à travers la ville pour se régénérer. Mina, pourtant si forte, commençait à montrer des signes inquiétants. Elle avait été mordue par Dracula et un lien mental se formait entre eux. Elle pouvait ressentir sa présence, percevoir ses pensées, comme une brume obscure envahissant son esprit. Ce lien, bien que dangereux, devint une arme pour le groupe. Grâce à Mina, il pouvait suivre le déplacement du comte et anticiper ses mouvements. Mais plus Mina utilisait ce lien, plus elle s'affaiblissait. Et chaque nuit, Dracula gagnait en pouvoir sur elle. Le groupe se lança dans une traque acharnée à travers Londres, détruisant les cercueils qu'ils trouvaient. À chaque cercueil détruit, Dracula devenait plus vulnérable, mais il était rusé et insaisissable, toujours en avance d'un pas. Les tensions montaient à mesure que Dracula réalisait que son empire sur Londres était menacé. Finalement, il comprit qu'il devait fuir pour retrouver ses terres en Transylvanie, là où son pouvoir serait à son apogée. Mais le groupe, déterminé,
ne comptait pas le laisser s'échapper si facilement. Dracula, se sachant traqué, quitta Londres à bord d'un navire, espérant regagner la Transylvanie et son château. Mais Jonathan, Mina, Van Helsing et leurs compagnons ne le laissèrent pas fuir sans réagir. Ils entreprirent un voyage périlleux à travers l'Europe, décidés à le poursuivre jusqu'à sa forteresse maudite. Le comte devenait de plus en plus puissant à mesure qu'il s'approchait de son sanctuaire, capable de commander aux éléments, de transformer la nuit en son allié et de manipuler les esprits faibles qui croisaient sa route. Le groupe, épuisé mais résolu, arriva enfin à la frontière de la Transylvanie. Là, il savait que la confrontation finale aurait lieu. À l'approche du château, l'atmosphère devenait de plus en plus oppressante. Le soleil se couchait et les ténèbres s'épaississaient autour d'eux. Dracula, à l'abri dans son refuge, semblait invincible. Pourtant, le groupe savait qu'il ne pouvait plus fuir. Jonathan, Van Helsing, Arthur, Quincy et Mina, tous unis par leur courage, se préparèrent à affronter le vampire pour la dernière fois. Aux portes même du château, une bataille décisive se déroula. Dracula, entouré de ses serviteurs, usa de toute sa ruse et de sa puissance pour résister à ses poursuivants. Les loups hurlaient dans la nuit, les ombres semblaient danser autour du comte, et la brume envahissait le champ de bataille, rendant chaque mouvement incertain. Quincy Morris, avec un courage exemplaire, se précipita pour asséner le coup décisif, tandis que Jonathan, armé d'un pieu béni par Van Helsing, fonça droit vers le cœur du vampire. Mina, bien que faible et sous l'emprise de Dracula, lutta pour garder son esprit clair, guidant ses amis dans leurs actions. Dans un dernier effort, Jonathan transperça le cœur de Dracula avec le pieu, tandis que Quincy lui infligeait une blessure mortelle. Le corps du comte, autrefois si puissant, se désintégra sous leurs yeux, emporté par le vent et les cendres. Mina, libérée de l'emprise vampirique, s'effondra de soulagement. Avec la mort de Dracula, une paix inattendue s'abattit sur eux. Mina fut sauvée, et le lien qui l'unissait au vampire fut brisé. Mais la victoire fut teintée de tristesse, car Quincy Morris, mortellement blessé lors de la bataille, rendit son dernier souffle entouré de ses amis. Le groupe, marqué par les épreuves qu'ils avaient traversées, retourna en Angleterre, sachant qu'ils avaient sauvé des vies innombrables en mettant fin à la menace de Dracula. Jonathan et Mina, enfin réunis, purent envisager un avenir sans l'ombre du mal qui les avait poursuivis. Et ainsi, dans les brumes éternelles de la Transylvanie, l'ombre de Dracula s'efface, mais son nom, murmuré par les vents nocturnes, continue de hanter les cœurs et les esprits, à jamais liés aux ténèbres infinies.